Dans cette vidéo, nous allons parler de la forme on en espagnol. Je te souhaite un bon visionnage. D'abord, on verra le système de la tournure impersonnelle en espagnol, puis ensuite le système de la tournure impersonnelle en français. Vous pourrez bien entendu réexploiter ces connaissances dans l'explication d'effets de langue du CAPES d'espagnol. Tu peux écouter simplement cette vidéo en faisant la cuisine, ton sport ou pendant un trajet dans la voiture, dans le bus ou dans le train ou simplement chez toi avec un stylo, une feuille, prendre des notes et c'est tout. Et voilà. Sois bien attentif car c'est parti pour la tournure impersonnelle. Qu'est-ce que la tournure impersonnelle? La tournure impersonnelle, ce sont des phrases sans sujet lexical, explicite ou implicite, dans lesquelles il est impossible d'identifier un sujet à l'origine de l'action ou impliqué dans celle-ci. En fait, l'action est présentée comme si aucun sujet n'en avait la responsabilité, comme si personne n'était à l'origine de l'action. Par exemple, tu peux entendre des phrases en français comme il neige, il pleut, il fait beau. Si tu remarques bien, dans ces phrases, on ne sait pas ce que représente ce il, de il pleut, il fait beau. Personne n'en a la responsabilité. En espagnol, dans l'expression des tournures impersonnelles, il y a différents degrés d'indétermination. Par exemple, le sujet peut disparaître au profit de la communauté, comme dans llamaron a la policía. Il peut aussi s'inclure dans un groupe, comme dans se vive muy bien en Sevilla, ou se cacher derrière une apparente généralité. Une généralité sous-entendue, comme dans uno no puede comer tranquilo en esta casa, siempre vienen a molestarte. Comme tu peux le voir dans ces exemples, chaque degré d'indétermination possède sa propre forme. Ce que l'on va voir dans les points suivants, c'est la première manière d'exprimer la tournure impersonnelle en espagnol. Donc, la première manière de faire, c'est d'utiliser la troisième personne du pluriel. La troisième personne du pluriel ne désigne pas un locuteur, mais un tiers, c'est-à-dire des personnes étrangères au locuteur. Elle permet d'exprimer de façon sous-entendue l'opinion générale. Dans de nombreuses phrases, elle équivaut à la gente, los vecinos, los hombres. Par exemple, on peut dire se había casado con un hombre de negocio, la llamaban Mariby. On pourrait ici remplacer la troisième personne du pluriel par la gente, ce qui donnerait la gente la llamaba Mariby. La tournure reste impersonnelle car la gente ne désigne pas des personnes connues par le locuteur. En français, on la traduirait comme ça. Elle s'était mariée avec un homme d'affaires. On l'appelait Mariby. Tu remarqueras que la tournure est impersonnelle du point de vue du sens, car du strict point de vue grammatical, le verbe llamaban a un sujet, c'est-à-dire la troisième personne du pluriel, que l'on sous-entend, puisqu'en espagnol, le pronom n'est pas obligatoire. Tu remarqueras aussi que paradoxalement, la troisième personne du pluriel peut ne pas désigner un sujet pluriel. Par exemple, dans llaman a la puerta, ¿quién será? Dans cet exemple, on utilise la troisième personne du pluriel alors qu'on n'a aucune idée de combien de personnes se trouvent derrière la porte. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir plusieurs. Cette formule marque de la part du locuteur le doute et l'indétermination. Par exemple, dans atracaron a un banco, atracaron a un banco. On ne sait pas qui a braqué la banque, on ne sait pas combien ils étaient, et on ne sait pas pour quelle raison ils ont fait cela. L'utilisation de cette formule requiert trois conditions bien précises. Le locuteur doit être extérieur à l'action, l'événement doit être occasionnel, et la troisième personne ne doit pas avoir d'antécédent dans le discours.
Ici aussi, tu remarqueras que la tournure est impersonnelle du point de vue du sens, car du strict point de vue grammatical, la troisième personne a un sujet, comme toujours, il s'agit toujours de la troisième personne du pluriel, donc un sujet ellos ou ellas. Bon, j'espère que tu suis la cadence, j'espère que je ne vais pas trop vite. On va passer maintenant à la deuxième manière d'exprimer la tournure impersonnelle en espagnol, c'est la forme en C. La forme en C renvoie à un collectif qui englobe une totalité. Le sujet parlant peut s'y inclure ou pas. Cette forme est propice aux proverbes, aux maximes et aux vérités générales. Par exemple, on l'utilise dans des phrases du type se está muy bien aquí, se come muy bien en este restaurante. On les traduira respectivement par on est très bien ici, on mange très bien dans ce restaurant. Du point de vue du sens, la formule en C et la troisième personne du pluriel se rejoignent parfois, surtout lorsqu'elles sont associées à des verbes de discours apportés, comme se dice que, cuentan que, se dice que, dicen que, se cuenta que, cuentan que. Dans les deux cas, c'est une vision globale des choses qui est exprimée, mais dans la formule à la troisième personne du pluriel, on marque le caractère multiple de telle ou telle opinion. Par exemple, se dice que el dinero no trae la felicidad. En mi pueblo dicen que el dinero no trae la felicidad. La seconde phrase marque clairement le fait que plusieurs personnes pensent que l'argent n'apporte pas le bonheur. Alors que dans la première, c'est un collectif qui désignait un collectif indéterminé et on ne peut pas savoir combien de personnes il y a derrière. Tu remarqueras que la proposition C, sa fonction varie en fonction des propositions dans lesquelles elle est utilisée. Avec les verbes intransitifs, c'est-à-dire ceux qui n'admettent pas de COD, comme dans se trabaja mejor en equipo, C est sujet. Ou dans se duerme mejor en una cama. C est aussi sujet avec les verbes d'état, comme se es más feliz sin responsabilidades. Et avec les verbes transitifs suivis d'un COD, comme dans se ve a los chicos jugar en el patio. Dans les exemples précédents, on ne sait pas qui fait l'action. La tournure est donc impersonnelle du point de vue du sens, mais du strict point de vue grammatical, ce fait office de sujet. On va maintenant passer à C dans la passiva refleja. La passiva refleja, c'est le strict équivalent d'une passive sans complément d'agent exprimé. Exemple, la passive simple, casas son vendidas. On ne sait pas par qui. On sous-entend le por quién. Transformé en passiva refleja, ça devient se venden casas, avec toujours la même question, qui les vend. On remarquera que dans la passiva refleja, le rôle du sujet grammatical n'est pas assumé par C, car C est un pronominal de sens passif. On remarquera que casas est sujet, que ce soit dans la passive simple ou dans la passiva refleja, parce que le substantif casas s'accorde avec le verbe se venden et s'accorde avec son vendidas. Casas est donc sujet du strict point de vue grammatical, car du point de vue du sens, il est absurde de penser que casas fait l'action de vendre. Les maisons ne se vendent pas toutes seules. La tournure continue d'avoir un sens passif, même dans la passiva refleja. Attention, maintenant ce qui va suivre est important, il ne faut pas tomber dans le piège de la forme en C. Le piège de la forme en C, c'est que, comme c'est une forme pronominale, elle ne peut pas s'appliquer à des verbes qui sont déjà pronominaux. Comme par exemple, avec levantarse, on ne pourrait pas dire se levanta temprano para estar en forma. Ça n'a pas de sens. On dira, ou se lava las manos para no transmitir bacterias. On utilisera avec ces verbes qui sont déjà pronominaux la forme en uno, que nous allons voir juste après ce point-là. Donc, ce qui ça va donner, uno se levanta temprano para estar en forma, et uno se lava las manos para no transmitir bacterias.
On arrive bientôt à la fin de la leçon, j'espère que tu es toujours là, que tu suis bien, que tu as toujours pris bien tes notes. Donc c'est parti pour la dernière manière, la construction en uno. La construction en uno est une forme impersonnelle du point de vue du sens, car du strict point de vue grammatical, uno est sujet grammatical de la phrase. Par exemple, dans l'exemple que je t'ai déjà cité, uno no puede comer tranquilo en esta casa, siempre vienen a molestarte. Uno est sujet grammatical de la phrase. Tu remarqueras que uno est un masque. Dans l'exemple que je t'ai dit, on comprend que c'est un yo dissimulé qui exprime un ressentiment, mais le locuteur utilise une tournure générale pour marquer la répétition d'un même événement. Tu feras attention à ne pas confondre la forme en uno qui est due à des contraintes grammaticales comme je t'ai précédemment commenté et cette forme en uno qui est un masque qui sert à dissimuler une opinion générale que le locuteur souhaite exprimer. La dernière manière d'utiliser la tournure personnelle espagnole, c'est d'utiliser la deuxième personne du singulier, comme dans Cuando empiezas a trabajar temprano, trabajas mejor, ou dans En la vida no sabes lo que te puede pasar. Ici, la tournure est impersonnelle du point de vue du sens, car du strict point de vue grammatical, le verbe empiezas et trabajas y sabes ont un sujet, le pronom personnel, sujet, tú. C'est tout pour ce point grammatical, on se retrouve juste après dans la suite de la formation.